Donc moi, je vais me présenter puisque je crois que c'est la première fois que je vais animer le webinaire partenaire. Donc moi, je suis Madame Belgrand, je suis responsable relations clients et services production à la CAF. Et pour l'animation du webinaire partenaire du mois d'octobre, je serai accompagnée. Donc, moi, c'est Jennifer Garnier, je suis conseillère technique thématique au service Action sociale. Voilà, donc pour démarrer, je vais couper ma caméra et puis je vais vous partager le support de présentation. Juste si vous pouvez me confirmer que vous voyez bien le support. Ok, parfait. Alors, pour ce webinaire du mois d'octobre, on va revenir bien évidemment donc, sur l'actualité réglementaire de la CAF. On fera un focus sur le parcours séparation qui est proposé par la CAF et l'accompagnement qui est mis en place notamment par le service Action sociale. Et ensuite, on fera un zoom sur les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. Au niveau des actualités du mois d'octobre, on a quand même pas mal d'actualités et notamment en fait tout ce qui va être lié également à la rentrée, donc les passeports loisirs, les changements de situation qu'on doit faire en ligne. On a un nouveau parcours d'accueil CAF également. On fera un petit focus aussi sur l'aide d'urgence aux victimes de violences conjugales. Et puis voir aussi ce qui va se passer un petit peu sur la fin d'année, donc à savoir la campagne ressources qui va être mise en place comme tous les ans. On vous parlera aussi de notre enquête de satisfaction partenaire, les 80 ans de la sécurité sociale avec notre concours jeunes et les prochains rendez-vous allocataires. Alors, pour débuter, revenons donc sur les passeports loisirs. C'est peut-être mieux au moment. Voilà. Donc, les passeports de loisirs ont été lancés au mois d'août, comme tous les ans. Ce qui est important de souligner pour ce mois-ci, c'est que l'échéance est fixée au 31 octobre. C'est-à-dire que les usagers doivent bien nous retourner, alors soit le formulaire qui a complété et qui se trouve sur le site caf.fr pour bien valoriser le fait qu'ils ont été qu'ils sont membres d'une association pour leurs enfants et qu'ils ont bien réglé la licence ou la cotisation. Ils ne sont pas obligés d'utiliser le formulaire qu'on a mis en place sur caf.fr. Ils peuvent tout simplement aussi nous adresser une attestation sur l'honneur qui justifie qu'ils ont bien réglé la cotisation auprès de l'association. Pour rappel, le montant du passeport loisir a été revalorisé localement depuis l'année 2025 et de manière assez importante puisque maintenant, ça varie entre 50 € et 80 € en fonction du quotient familial de la famille. Donc, si l'usager a un quotient familial entre 0 et 600 €, il aura une aide de 80 € qui peut potentiellement être majorée de 20 € pour les enfants porteurs de handicap. Et s'il a un quotient familial entre 601 et 900 €, il aura un montant de passeport loisir de 50 €, majoré également de 20 € s'il a un enfant porteur de handicap. Donc là, il faut bien préciser aux usagers, si vous avez des questions, qu'ils n'ont aucune démarche à effectuer. Ils devront bien, par contre, renvoyer cette fameuse attestation sur l'honneur. La différence cette année, c'est par rapport même à l'année dernière, puisque ça fait 2 ans qu'on a mis en place ce nouveau circuit, c'est que les usagers doivent avancer la cotisation auprès de l'association et ils se feront rembourser par la CAF lorsqu'on aura le justificatif. À noter qu'au niveau du remboursement, ça va quand même relativement vite. On traite l'ensemble des passeports loisirs toutes les semaines. Donc, il y a un délai entre 7 et 10 jours pour obtenir le remboursement une fois qu'on a envoyé le justificatif à la CAF. Voilà, donc moi, juste une alerte, c'est qu'il faut vraiment que les usagers pensent bien à nous retourner ces justificatifs avant le 31 octobre. Sans ça, on ne pourra plus payer les passeports loisirs. Tous les ans également, depuis le mois de juillet, on lance ce qu'on appelle la campagne loyer. Donc, on demande aux bailleurs le montant du loyer qui est versé sur le mois de juillet pour que les prestations soient bien lancées au 1er janvier 2026. Donc, effectivement, c'est vraiment une information qui est indispensable pour permettre le calcul des nouveaux droits à l'aide au logement des usagers. En l'absence de cette déclaration, l'aide au logement des locataires va être suspendue, ce
qui peut être problématique. Donc, ils ont, depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre, pour nous renvoyer leur justificatif et nous envoyer donc cette fameuse déclaration. En général, ils la font en ligne, les bailleurs, sur le site caf.fr, dans la rubrique partenaires. Et du coup, ça permet vraiment de pouvoir avoir les droits au mois de janvier. Ça, c'est important parce il s'est avéré que quand on se retrouve au mois de janvier, on a beaucoup de locataires qui nous appellent parce que les prestations sont suspendues à cause du fait que les bailleurs n'ont pas retourné le montant du loyer du mois de juillet 2025. Donc, du coup, c'est quand même un peu problématique. Il y a énormément de communication qui se fait auprès des bailleurs. On incite également aux bailleurs de les faire en ligne parce que ça va beaucoup plus vite au niveau de la démarche et de ne pas nous renvoyer le justificatif en papier. Là, à la fin du mois de septembre, on est à plus de 85% des quittances qui ont été reçues. Donc nous, ce qui va être fait, c'est qu'on va faire des contacts sortants proactifs auprès des bailleurs qui n'ont pas encore envoyé ce justificatif d'ici du coup le mois d'octobre, pour qu'on puisse vraiment avoir le maximum de quittances de loyer et éviter la suspension des droits pour les usagers au mois de janvier. Alors ça, on vous le répète assez souvent, mais c'est important pour nous, c'est que la CAF, on est sur un système déclaratif, donc l'usager ouvre des droits, certes, mais on lui impose aussi des devoirs. Et tout changement de situation doit vraiment être déclaré à la CAF. On va vérifier en fait l'exactitude des informations qui nous sont transmises, mais il faut bien qu'ils nous transmettent les informations et que ça corresponde à leur situation réelle. Par exemple, entre la vie de couple et la colocation, c'est ce qu'on dit toujours en exemple, c'est on ne choisit pas, c'est vraiment la situation réelle de l'usager qui s'applique. Donc, si je vis avec la personne et que je suis en couple, je me déclare en couple. Si je suis en colocation, donc notamment avec 2 chambres, du coup, je me déclare en colocation avec 2 aides au logement différentes. Pour nous, c'est important que tous les usagers fassent les changements de situation pour que les droits soient ajustés correctement. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être des droits qui vont être revus à la baisse. Ça peut être aussi des droits qui peuvent être revus à la hausse. Donc, c'est vraiment important de changer sa situation. Maintenant, le site caf.fr est très bien fait pour faire les changements de situation. L'usager a qu'à aller sur son compte CAF et pouvoir faire ces changements. Donc, que ce soit un changement de situation professionnelle, situation familiale, il peut même aussi changer ses coordonnées de contact, donner son nouveau RIB, etc. Donc, vraiment inciter les usagers à bien faire leurs changements, de ne pas attendre que ce soit les autres organismes qui nous fassent les liaisons. Depuis le 22 septembre, on a mis en place un nouveau parcours d'accueil au sein de nos deux sites d'accueil à Chaumont et à Saint-Dizier. Les usagers, quand ils arrivent à la CAF, ont l'obligation de signaler leur arrivée avec un boîtier qui existe dans les sas d'accueil. Le boîtier permet à l'usager, avec son téléphone portable, de flasher le QR code qui se trouve sur le boîtier. Et on lui demande en fait de renseigner son identité, donc avec son numéro de sécurité sociale. Et également, on lui demande son numéro de téléphone. Il doit signaler s'il a un rendez-vous ou pas de rendez-vous. Et une fois qu'il a renseigné tous les éléments sur son téléphone portable, il a un numéro qui lui est attribué, que vous pouvez voir là sur le parcours du coup à l'écran. Ce numéro va lui permettre en fait d'entrer dans ce qu'on appelle la file d'attente à la CAF et de savoir en fait en quelle position il va être sélectionné pour pouvoir avoir sa réponse. C'est vraiment une nouveauté qui a été mise en place donc depuis le 22 septembre, auquel pour l'instant les usagers se font plutôt bien. Ils ont bien compris la démarche et ça permet vraiment d'améliorer l'accueil des allocataires et surtout de fluidifier en fait la file d'attente des usagers et de pouvoir avoir aussi pour nous des réelles statistiques qui va nous permettre de pouvoir adapter notre offre de service, puisque l'usager doit noter le motif de sa venue. Donc, on pourra après axer en fait notre communication auprès des usagers qui viennent en fonction des certains motifs de venue. Donc, l'usager, bien évidemment, il est toujours accueilli par un agent d'accueil. En espace numérique, il n'y a pas de différence. L'agent est quand même bien présent.
Juste, du coup, il doit s'identifier quand il arrive. Les tickets en fait qui sont mis sur le téléphone portable de l'usager avec le code permettent aussi que l'agent d'accueil, lorsqu'il a un rendez-vous, puisse appeler l'usager directement lorsqu'il est en espace numérique pour qu'il puisse rentrer dans le box d'accueil pour son rendez-vous. Ça permet vraiment de fluidifier ce parcours d'accueil. Alors, peut-être revenir en disant que si l'usager n'a pas de téléphone portable, puisque bien évidemment ça peut arriver, il n'y a pas de problématique. Il se fera enregistrer par l'agent qui sera à l'accueil en espace numérique, pour lesquels on les a équipés de tablettes numériques, et l'agent d'accueil fera l'enregistrement de cette personne. Pareil, si l'usager n'est pas allocataire de la CAF, donc il n'a pas de numéro de dossier, il n'y a pas de problème non plus. Il va voir l'agent d'accueil, il se fait identifier via la tablette en mettant son numéro de sécurité sociale. On s'est vraiment mobilisé depuis le mois de juin pour vraiment inclure l'ensemble du public dans nos sites d'accueil. Il est important, et ça a été rappelé par notre convention d'objectifs et de gestion, que la branche famille s'engage à développer une politique d'inclusion permettant de répondre aux besoins spécifiques des publics les plus fragiles. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une stratégie pour qu'on puisse faciliter l'accès aux services et aux droits des usagers et de renforcer l'accès aux droits et d'éviter justement ces suspensions ou ces ruptures de droits. Donc, tous les publics fragiles doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement privilégié au sein de nos accueils. Alors, ce qui s'est passé et ce qu'on a mis en place, c'est qu'il existe des supports qu'on appelle FALC. Donc, c'est des faciles à lire et à comprendre, qui sont disponibles sur caf.fr et qui permettent vraiment, du coup, aux usagers qui ont des difficultés, notamment de l'illettrisme, de pouvoir en fait avoir ces supports qui sont très bien faits, et notamment il y a très peu en fait d'écriture dans les supports. C'est beaucoup fait avec des images, qui permettra à l'usager de savoir comment il peut télécharger l'application CAF l'application CAF Mon Compte sur son téléphone, comment il peut se connecter à cette application CAF, comment il peut faire ses déclarations de ressources trimestrielles, qu'il soit bénéficiaire du RSA, de la prime d'activité ou de l'allocation adulte handicapé, comment il peut faire une déclaration de changement d'adresse ou déclarer une naissance. Donc ça, je vous invite ici également à pouvoir faire la promotion auprès des usagers, parce que c'est important de savoir qu'il existe ces petits supports qui sont vraiment faciles pour les usagers et qui ont beaucoup de difficultés avec le numérique notamment. Et puis en complément, on a mis en place dans nos accueils un accueil en langue des signes française. Ce qui permet pour les personnes qui sont sourdes et malentendantes d'aller sur le site caf.fr et de pouvoir sélectionner un motif de rendez-vous spécifique. Donc, le motif s'appelle « Je suis sourd et malentendant » et ça lui permet en fait d'avoir un rendez-vous. Lorsque l'usager va se présenter, il sera reçu dans un box de rendez-vous qui est équipé avec une solution spécifique où en fait on a une vision interprétation qui permet vraiment donc à l'usager de pouvoir avoir la traduction en fait en langue des signes de ce que l'agent d'accueil va lui dire, et inversement de ce que l'usager souhaite dire à l'agent d'accueil. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore eu de rendez-vous spécifique avec ce type de population, mais sachez qu'en tout cas, que ce soit sur le site de Saint-Dizier ou le site de Chaumont, ça existe bien et les usagers ont un motif de rendez-vous spécifique. On a aussi déployé un outil de traduction pour pouvoir en fait traduire lorsque la personne arrive et qu'elle ne parle pas le français. On s'est équipé de boîtiers qu'on appelle des boîtiers traducteurs qu'on appelle des Pocket Talk, que ce soit aussi sur le site de Saint-Dizier ou sur Chaumont, et ça permet vraiment à l'usager de pouvoir avoir une traduction en plus de 82 langues. Donc en fait, c'est très simple d'utilisation. On parle dans le boîtier et ça retranscrit donc dans la langue de l'usager tout ce qu'on vient de dire. Et lui, inversement, il peut effectivement faire la même chose. On est un peu sur le même style que Google Traduction, mais là, c'est un boîtier qui permet vraiment
d'avoir en 82 langues la possibilité de pouvoir traduire ce que l'usager veut nous dire. Donc là, par contre, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup puisqu'on a beaucoup de personnes qui ne parlent pas forcément le français quand ils viennent se rendre dans nos accueils et ça permet vraiment de faciliter la communication avec ces usagers. Et puis ensuite, on a des visuels qui sont mis aussi également en ligne sur caf.fr qui permet un petit peu comme une checklist de pouvoir décrire précisément les pièces qui sont attendues pour les usagers. Voilà, lorsque l'usager fait une demande de prestation, on va lui réclamer un certain nombre de justificatifs et c'est pas forcément facile pour eux de savoir quel justificatif est attendu. Donc, on a ce qu'on appelle des petits supports visuels où on a carrément la photo de la carte d'identité, la photo de l'avis d'imposition. Et ça permet vraiment à l'usager de savoir quel type de justificatif il doit nous envoyer pour pouvoir accéder à sa demande. Je vais regarder, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas de questions, tout est clair pour vous. Bon, et ben je continue. On voulait faire un petit focus aussi sur l'aide aux victimes de violences conjugales, puisque ça va faire 2 ans qu'elle a été créée, cette aide. Elle est entrée en vigueur au 1er décembre 2023 par la loi donc, du 28 février 2023. Et qui a vraiment pour but de garantir en fait des conditions financières nécessaires pour pouvoir mettre à l'abri les personnes qui sont victimes de violences conjugales et leur permettre de prendre un nouveau départ. Donc, pour petit rappel, l'aide peut prendre 2 formes en fonction de la situation financière de l'usager et de la composition familiale. On peut soit avoir une aide financière non remboursable sous forme de subvention, ou alors on peut avoir une aide financière remboursable. Donc là, on est plutôt sur un prêt sans intérêt. Donc là, ça va dépendre vraiment de la composition familiale et surtout de la situation financière du demandeur. L'aide va s'adresser à toutes les personnes, qu'elles soient allocataires ou non, victimes de violences conjugales qui seront effectuées par le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un PACS. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de vivre en couple avec la personne pour pouvoir demander cette aide de victime, enfin cette aide financière. Par contre, le justificatif qui doit nous être fourni doit être daté de moins d'1 an. Il n'y a pas de condition d'âge qui est prévue. Il n'y a aucune condition de ressources qui est prévue. Par contre, c'est ce que je disais, l'aide va être modulée sous forme de prêt ou de subvention en fonction des ressources de la personne. Seules les personnes qui résident en France, du coup, peuvent accéder à cette aide. Et l'aide est versée aux victimes, qu'elles aient des enfants ou non. Par contre, l'aide n'est pas versée lorsque c'est l'enfant qui est victime, en fait, de violence. C'est vraiment pour la personne, le conjoint, en fait, qui est victime de violences conjugales. Les violences peuvent correspondre à des violences psychologiques, harcèlement moral, insultes, menaces, mais également physiques, coups et blessures, sexuels, viols, attouchements ou économiques, privation de ressources financières. La demande, elle est très simple à faire. C'est un formulaire qui est saisissable directement sur caf.fr et la CAF s'engage vraiment à verser rapidement l'aide puisque on est sur un délai de 2 jours en CAF Haute-Marne pour pouvoir verser l'aide. Le paiement peut être effectué sur le compte de l'allocataire ou d'un tiers. Pour vous donner quelques éléments chiffrés, depuis le début de l'année en Haute-Marne, on est à 177 aides d'urgence qui ont été versées dans le département, 172 pour les femmes et 5 pour les hommes. On est sur un montant moyen de versement d'aide de 846 €. Et là, depuis la mise en place de la VVC, donc depuis 2 ans, on est sur un montant de 137 937 € qui ont été versés au titre de cette aide. On s'engage vraiment à avoir un délai de moyen rapide de versement puisqu'on est sur 2 jours. Sur le quotient familial moyen des bénéficiaires, on est sur un quotient à 616 €.
Et l'âge moyen des bénéficiaires est aux alentours de 38 ans. On a 35% des bénéficiaires qui n'ont pas d'enfants à charge, 94% des bénéficiaires qui sont quand même isolés au moment de la demande et 40% des bénéficiaires qui sont en activité professionnelle lors de l'étude de la demande. Au niveau du traitement à la CAF de la Haute-Marne, on a spécifié un groupe de gestionnaires conseils, ils sont 5, qui sont vraiment dédiés à cette activité et qui prennent en charge donc dès leur arrivée le matin à ces demandes. Il y a un appel sortant qui est effectué automatiquement à l'usager lorsque le paiement est pas pour que voilà, il ait un accompagnement vraiment privilégié. Donc, on va appeler la victime, on va lui dire qu'on a étudié sa demande, qu'en fonction des justificatifs qui nous a été fournis, on lui octroie le paiement, que le paiement arrivera sur son compte assez rapidement. Et on lui demande s'il n'a pas besoin d'un accompagnement social par les travailleurs sociaux de notre CAF pour qu'il puisse aussi avoir un accompagnement autre que le versement de l'aide. Voilà ce qu'on pouvait vous dire au niveau de l'aide de victimes aux violences conjugales. Ensuite, on voulait refaire un petit point sur tout ce qui était rendez-vous téléphonique. C'est vrai que les usagers, on est dans un département assez rural, on est quand même très bien desservi par nos 2 accueils CAF et les espaces France Service dans le département. Mais pour faciliter les démarches et éviter les déplacements de nos usagers, on a créé depuis 2021 ce qu'on appelle le rendez-vous téléphonique. Donc, c'est un rendez-vous qui peut être pris sur le site caf.fr. Et en fait, l'usager a la possibilité de noter la date et l'heure à laquelle il souhaite être appelé. Donc, ça permet vraiment de pouvoir s'adapter en fait à l'usager en fonction, bah voilà, s'il travaille, s'il a des rendez-vous, etc. Et c'est la CAF qui rappelle l'usager à l'horaire qu'il aura déterminé. Donc, ça évite aussi le coût de l'appel téléphonique. C'est vraiment la CAF qui le rappelle. Alors, la seule exigence, c'est qu'on va le rappeler avec un numéro qui est le 3230, le numéro d'appel téléphonique de la CAF, et que les usagers, voilà, ils soient bien au fait que le 3230, ce n'est pas un appel frauduleux, c'est pas du démarchage, c'est vraiment la CAF qui les rappelle. En général, on n'a pas de difficulté pour les recontacter puisque l'usager est bien au courant de son rendez-vous téléphonique et donc il n'y a pas de difficulté. Lors de ce rendez-vous, il est refait un tour complet du dossier l'usager a quand même le temps, on est sur du 10 minutes de rendez-vous, donc il a quand même le temps de pouvoir poser toutes ses questions. Ce qui est différent lorsqu'il appelle le plateau téléphonique, puisqu'on est sur des temps de communication quand même relativement courts, au vu de la nécessité de prendre en charge tous les appels du plateau. Donc là, le rendez-vous téléphonique, c'est vraiment le mode de contact à privilégier pour les usagers, puisqu'ils sont rappelés en temps et en heure par la CAF. Et on est vraiment sur un rendez-vous très complet pour lui expliquer, pour avoir la réponse à toutes ses questions. Donc, comment ça marche? Il va sur le site caf.fr, il fait contacter ma CAF, prendre un rendez-vous, il sélectionne le motif de son rendez-vous et ensuite il sélectionne à gauche de l'écran « Je souhaite que la CAF me rappelle ». Il sélectionne le jour et l'horaire de son choix, il complète les informations et le rendez-vous est validé. Sachant qu'on a des délais de rendez-vous téléphonique très courts, là, l'usager peut clairement prendre un rendez-vous téléphonique pour demain, voire après-demain. Donc, en plus, c'est très rapide. Alors, on arrive en fin d'année. Ce qui se passe en fin d'année pour les usagers, c'est qu'on va leur demander d'actualiser les ressources annuelles pour pouvoir permettre l'ajustement de leurs droits au mois de janvier 2026. Donc, en général, il n'y a pas de difficulté puisque nous, on a une liaison avec le service des impôts et ça nous permet de récupérer l'ensemble des revenus des usagers. C'est automatique et en général pour la grande majorité des allocataires et automatiquement, le montant de leur droit de janvier est recalculé. Donc, ils n'ont pas forcément de démarche à réaliser. Par contre, il y a pour certains allocataires, et là, ça concerne à peu près 2000 usagers dans le département. Alors, ça, c'était pour l'année dernière. On est aux alentours de 1700, 2000 usagers pour cette année. Potentiellement, cette récupération n'a pas pu fonctionner.
Donc, ça veut dire que les usagers, on n'a pas leurs ressources qui sont injectées dans notre système d'information et au mois de janvier, les droits ne vont pas se valoriser. Pour éviter qu'il y ait une rupture de droit entre le mois de décembre et le mois de janvier, il va y avoir toute une campagne de communication qui va être effectuée. Elle commence dès le mois d'octobre pour qu'on puisse récupérer en fait ces déclarations de revenus et on va demander à l'usager qu'il fasse sa démarche directement en ligne sur caf.fr. Donc, c'est vraiment indispensable s'il veut que le calcul de ses prestations soit effectué à partir du 1er janvier 2026. Là, c'est pareil. Clairement, il y a beaucoup de communications qui sont faites. On va faire des appels sortants, on va faire des campagnes mail, des campagnes SMS. Et en général, il y a très peu de rupture de droit au mois de janvier puisqu'on arrive à obtenir les déclarations de ressources manquantes à plus de 98%. Voilà, donc attendez-vous à avoir du coup peut-être des questionnements d'usagers à partir de ce mois-ci concernant leurs ressources. On vous a sollicité en tant que partenaire pour qu'on puisse, vous puissiez répondre à un questionnaire de satisfaction qui va nous permettre, nous, derrière, de pouvoir adapter en fait notre offre de service et répondre à vos besoins. Donc là, c'est une enquête de satisfaction où on a eu pas mal de répondants et où on a obtenu donc une note de 7,8 sur 10. Voilà, donc vous estimez à 86% que nous sommes facilement joignables, à 97% qu'on est réactif par rapport aux demandes, à 89% que nous sommes clairs dans nos explications, à 93% que nous sommes à l'écoute des usagers et des partenaires, et à 89% que nous sommes rapides dans nos réponses. Donc, c'est une note quand même qui est assez satisfaisante. Bien sûr, on va tenir compte de cette enquête de satisfaction. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, sur caf.fr, vous avez le petit QR code qui permet de flasher et de pouvoir répondre au questionnaire. Vous considérez à 91% qu'on soutient les familles, à 76% qu'on vous accompagne, qu'on adapte nos modes de contact aux usagers à plus de 83%, qu'on contribue à répondre aux besoins des usagers sur notre territoire à 88%, et que vous avez 88% de répondants qui nous ont dit qu'ils étaient satisfaits, en fait, qu'on a formé bien les allocataires et les partenaires de toute notre offre de services. Alors, c'est vrai, vous le savez, on envoie tous les mois une newsletter avec les principales actualités de la CAF et également toutes les réformes qui sont mises en œuvre. On fait les webinaires partenaires le lundi. Si vous ne pouvez pas être présent, ce n'est pas grave puisque j'enregistre la présentation et elle est remise en ligne sur caf.fr. Vous pouvez la réécouter. Et on fait des réunions aussi partenariales 1 à 2 fois par an où on vous invite et voilà, une réunion en présentiel où on peut échanger avec vous et répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à faire le questionnaire si vous ne l'avez pas encore fait parce que ça nous permet vraiment de prendre en considération vos remarques et derrière de pouvoir adapter notre offre de service. Alors, les attentes des partenaires, ça va être simplifier les démarches des usagers à 55%, renforcer les alertes et les échéances auprès des partenaires, du coup à 23%, simplifier les démarches aussi pour les partenaires à 20%, améliorer les délais de traitement à 16% et renforcer notre communication. Donc, ce que vous préférez, c'est à 8,2% à 8,2 sur 10 les newsletters et à 8,19, donc quasi pareil sur 10, les webinaires partenaires. Voilà ce qu'on voulait vous dire un petit peu sur les résultats de notre enquête de satisfaction. Alors, vous le savez, samedi, nous avons fêté les 80 ans de la sécurité sociale, puisqu'elle a été créée par des ordonnances du 4 octobre 1945. Donc, cette année, c'est l'année où on fête les 80 ans. Et on a invité en fait les organismes haut-marnais en fait de la sécurité sociale ont invité les lycéens à participer à un concours. Donc, que ce soit la CPAM, la CAF, la MSA, l'URSSAF et la CARSAT, on a proposé aux lycéens de participer à un concours d'expression artistique dans le cadre de cet anniversaire. Donc là, on a invité les jeunes à réfléchir sur ce que c'était que la sécurité sociale.
quelles étaient ces valeurs républicaines, donc pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Et donc, au niveau de ce concours, on va récompenser les lauréats lors de la cérémonie locale qui aura lieu donc le jeudi 11 décembre 2025 sur l'après-midi. Donc, c'est vraiment permettre aux lycéens de pouvoir réfléchir aux conditions pour la sécurité sociale d'incarner les valeurs de la République, communiquer auprès des autres jeunes aussi sur l'importance de ces valeurs en France aujourd'hui et proposer des actions concrètes venant incarner ces valeurs au quotidien et en proximité de nos usagers. Donc, le concours était destiné aux élèves scolarisés dans les lycées du département de la Haute-Marne. C'est pas forcément propre au lycée Bouchardon avec lequel on a une convention, ça concerne vraiment tous les lycées du département. Et vraiment, on propose en fait qu'il y ait un travail collectif pour réfléchir en fait à ces 80 ans de la sécurité sociale. Donc, plusieurs enseignants en fait peuvent constituer des groupes d'élèves et travailler sur cette thématique pour qu'on puisse derrière avoir plein de propositions et pouvoir organiser ce concours, donner des récompenses aux lauréats. Donc là, on vous a remis en fait les différents thématiques et puis surtout le calendrier. Donc les inscriptions peuvent se faire en ligne sur l'adresse mail donc 80 ans sécurité sociale donc ss@assurancemaladie.fr. Du coup et au niveau des prix, on est quand même sur 6 prix d'une valeur de 333 euros. Qui seront remis donc le 11 décembre et de même les établissements qui ont concouru recevront en fait la somme de 2 000 euros du coup pour pouvoir créer aussi des choses dans leur établissement. Cécile, je me permets de t'interrompre. On a une question de Nathalie Guillemin qui s'interroge à savoir si le concours est uniquement pour les lycées. Oui, le concours il est uniquement pour les lycées du département, oui. Merci Jennifer, j'avais pas vu la question. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions sur le sujet ou sur ce que je viens d'évoquer? Non, c'est tout bon. Ok. On vous a remis, comme à chaque fois lors de nos webinaires, les différents rendez-vous. Hein. Donc là, le prochain rendez-vous pour notre webinaire partenaire, il sera le 3 novembre 2025 à 10h30. Et au niveau de l'agenda de la CAF, on a nos ateliers collectifs futurs parents qui sont animés donc par la CAF, la CPM et la PMI. Là, pour le mois d'octobre, le vendredi 3, donc, qui s'est déroulé la semaine dernière, on était au centre social Espace Vallage à Joinville. Sachant que du coup, le prochain aura lieu au centre hospitalier de Saint-Dizier le 14 octobre et au centre hospitalier de Chaumont le 7 novembre. On a aussi donc les cafés parents pour les personnes qui sont en cours de séparation. Ils ont la possibilité aussi d'avoir un atelier où ils peuvent échanger avec d'autres parents sur la thématique de la séparation. Donc là, il sera proposé au pôle enfance de Chalindré le 7 novembre à 14h. Donc n'hésitez pas à relayer aussi tous ces ateliers pour que les usagers puissent venir. Voilà, c'est vraiment des ateliers collectifs qui permettent de pouvoir avoir un soutien et un accompagnement privilégié. C'est toi qui prends le relais, Jennifer, pour le parcours séparation? Non, c'est toi. Bon. Séparation à la CAF. Donc, le parcours séparation à la CAF, c'est une thématique qui est importante aussi, comme le parcours arrivée de l'enfant. C'est quelque chose qui est fait en local, mais qui est aussi surtout fait au niveau du national et qui permet d'avoir un accompagnement privilégié pour les personnes qui se séparent. Ça a été mis en place depuis un certain nombre d'années, le service public des pensions alimentaires. Parce que du coup, c'est quelque chose, voilà, c'est pas forcément le meilleur événement de vie auxquels les usagers peuvent être confrontés. Et pour nous, que ce soit pour les parents qui se séparent, mais également pour les enfants,
éviter les conflits et garantir un accès aux droits, il faut que la CAF propose vraiment un service privilégié à ces familles pour que du coup, il n'y ait pas de rupture de droits et qu'il y ait un accompagnement vraiment renforcé. Donc là, on a une page dédiée sur caf.fr qui est mise en place, donc où on a des questions-réponses, donc une foire aux questions, des vidéos pour comprendre en fait quelles prestations ils peuvent bénéficier, une checklist des démarches à réaliser vis-à-vis de la CAF, mais aussi vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie. Et donc, on accompagne ces familles sur différents volets. Le premier volet, ça va être vraiment le versement des prestations financières. Donc là, on va ouvrir droit en fait à ce qu'on appelle l'allocation de soutien familial. Donc là, il peut y avoir un partage aussi des allocations familiales dans le cadre d'une garde alternée qui peut être mis en place du coup. Et à partir du mois de décembre, avec la réforme du complément mode de garde, on a aussi la possibilité, enfin les parents auront la possibilité de bénéficier du complément mode de garde lorsque l'enfant sera en résidence alternée. Donc que ce soit le papa ou la maman, ils auront chacun leur complément mode de garde puisqu'ils peuvent avoir effectivement une garde différente en cas de résidence alternée. Donc ça, c'est aussi la nouveauté qui va arriver au mois de décembre. On a aussi, donc ce que je disais, c'est le service dédié, le service ARIPA, qui est proposé par la CAF pour vraiment soulager les parents dans leurs démarches administratives, notamment pour tout ce qui va être pension alimentaire. C'est pas forcément évident, en fait, de savoir quelle démarche réaliser. Et donc, ce service est vraiment un service privilégié. Donc, on invite fortement les parents à se rendre sur ce site du service public des pensions alimentaires. Donc, on vous a remis l'adresse pour qu'ils puissent avoir vraiment le maximum d'informations sur le versement de cette pension alimentaire. Et puis, en dehors du coup des services nationaux, on a le service CAF local qui est proposé par nos travailleurs sociaux de la CAF, où on a des rendez-vous des droits spécifiques qui sont proposés aux parents qui se séparent. Donc, clairement, on va faire un requêtage de tous les parents qui se séparent sur les 3 derniers mois et puis on va les contacter et on va voir avec eux s'ils ont besoin d'un accompagnement privilégié. On va les informer de toutes les aides qu'ils vont pouvoir bénéficier. Et ensuite, on peut leur proposer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'agenda, des séances d'information collective. Alors, même si ce n'est pas forcément un sujet facile à évoquer, voilà, c'est important qu'ils puissent venir aussi lors de ces séances collectives où on a organisé en partenariat avec d'autres partenaires, donc la MSA, le service de médiation familiale de l'UDAF, etc., et où on accompagne en fait donc ces parents dans leur nouvelle vie en fait de parents séparés. Il faut savoir que du coup, le service public des pensions alimentaires va vraiment permettre de soutenir les familles dans le versement de la pension alimentaire. Pour le parent qui doit recevoir la pension, la CAF peut la collecter tous les mois auprès de l'ex-conjoint et la verser automatiquement. Donc, c'est vraiment un service gratuit pour chaque parent et ça a l'avantage de prévenir le risque de pension alimentaire impayée, partiellement ou irrégulièrement impayée, puisqu'il y a certains parents qui ne payent pas forcément régulièrement la pension alimentaire. Et surtout, ça évite en fait les tensions et les conflits qu'il peut y avoir entre les ex-conjoints. Donc forcément, vis-à-vis des enfants, c'est toujours un peu compliqué les séparations. Donc ça permet de faciliter vraiment l'éducation et le développement des enfants. Donc c'est vraiment un service qui a privilégié dans le cadre d'une séparation puisque tout est automatique et ça permet vraiment de pouvoir avoir toutes les informations nécessaires à cette pension alimentaire. Peut-être vous redonner quelques chiffres clés sur la séparation. Donc, on a 400 000 séparations qui sont enregistrées en France chaque année. Il y a 4 familles monoparentales sur 10 qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui concerne plus de 2,8 millions d'enfants en situation de pauvreté. Donc, c'est vraiment relativement fort. Le montant d'une pension alimentaire par enfant est environ à 170 € par mois. Et près de 30% des pensions alimentaires ne sont pas forcément versées ou alors pas versées correctement. Donc, tous les mois, la personne ne verse pas forcément la pension ou verse qu'une partie de la pension et pas la pension en totalité. Donc, on est quand même sur des chiffres qui sont quand même alarmants et pour lesquels, du coup, on essaye de renforcer la communication et l'accompagnement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on se sépare ? L'usager, la première chose qu'il doit faire, c'est bien sûr déclarer sa séparation s'il est déjà allocataire de la CAF.
Pour ça, il doit bien aller sur son espace Mon compte, déclarer un changement de situation et changer sa situation familiale, mettre qu'il est séparé. Il va devoir aussi s'informer sur les différentes aides qu'il va pouvoir octroyer, même s'il n'est pas allocataire de la CAF pour le coup. Et là, lorsqu'il va sur caf.fr et qu'il s'identifie dans les pages locales de la Haute-Marne, il a en fait un petit onglet qui lui dit « Je me sépare ». En cliquant sur cet onglet, il va pouvoir en fait retrouver toutes les aides qu'il va pouvoir bénéficier en étant séparé, avec les rendez-vous sur les simulateurs de la CAF, par exemple l'aide au logement ou la prime d'activité. Et si la simulation lui permet d'avoir un droit potentiel, automatiquement, il basculera sur la demande. Et puis, il peut aussi prendre un rendez-vous personnalisé. Certes, les travailleurs sociaux de la CAF vont faire du démarchage, un peu du contact proactif auprès des parents séparés, mais par contre, l'usager peut aussi lui-même prendre un rendez-vous personnalisé avec une conseillère sociale pour savoir quel accompagnement il peut bénéficier. Au niveau des prestations qui peuvent être versées Madame Guimard, vous avez une question, je vous laisse la parole. Oui, je disais donc du coup, pour prendre un rendez-vous personnalisé pour la personne qui n'est pas allocataire, en résumé, elle fait comment? Eh bien, alors, elle va sur le site caf.fr. Alors maintenant, elle va basculer dans le nouveau parcours d'accueil. D'accord, elle bascule sur le parcours d'accueil, y compris pour un rendez-vous avec un travailleur social de la CAF, du coup. Exactement, sur caf.fr, on a la possibilité d'avoir le rendez-vous maintenant qui s'appelle offre de travail social. D'accord, ok. Et ça permet directement d'avoir le rendez-vous avec le travailleur social de la CAF. Merci bien. Alors, il faut savoir que forcément, lorsqu'il y a une séparation sur le dossier CAF, s'il y avait des prestations qui étaient versées, ça va forcément les impacter. Pourquoi? Parce qu'on va tenir compte maintenant des ressources que d'une seule personne au foyer, vu qu'il y a séparation. Donc, ça peut avoir un impact à la hausse comme à la baisse en fait des ressources et notamment des prestations telles que le RSA, l'allocation adulte handicapé, le complément le CMG, l'allocation de base, etc. Donc, la séparation peut avoir un impact sur les droits de l'usager. Donc, bien faire le changement. Ensuite, il va y avoir un partage des allocations familiales s'il y a une résidence alternée. Et je le disais tout à l'heure, donc pour le complément mode de garde, à partir du mois de décembre, il y aura bien la possibilité d'avoir 2 compléments de mode de garde en cas de résidence alternée. Et il y a une aide qu'on disait tout à l'heure, spécifique, qui sont destinées aux situations de monoparentalité. Donc, c'est ce qu'on appelle l'allocation de soutien familial. C'est une allocation qui peut être destinée pour compléter en fait une pension alimentaire, notamment lorsqu'elle est d'un faible montant. Alors, on a une petite vidéo. Je ne sais pas si je vais pouvoir la mettre comme ça. Hop, je vais vous la passer. Tac. Je vais arrêter le partage parce que je pense que vous n'allez pas avoir le son. L'ARIPA, c'est l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires. En plus clair, c'est un service public qui est géré par les CAF et les MSA et qui est destiné à vous aider à recevoir ou à verser votre pension alimentaire. Si vous avez un jugement qui fixe votre pension alimentaire, l'ARIPA peut être votre intermédiaire pour assurer le paiement de cette pension. En cas d'impayé, elle peut également contacter chaque parent et récupérer les sommes dues. Si besoin, elle ira même récupérer les sommes auprès de comme son employeur, Pôle emploi ou même sa banque. Si votre pension alimentaire n'est pas fixée, l'ARIPA peut vous orienter dans vos démarches. Si vous n'êtes pas marié, elle peut vous aider à fixer un montant de pension alimentaire. Un document officiel vous sera délivré. Dans le jargon, on appelle ça un titre exécutoire. C'est gratuit et vous n'aurez pas besoin d'avoir recours à un juge. L'ARIPA agit à votre place et vous soulage de cette gestion. Elle récupère la pension alimentaire auprès d'un parent et la reverse à l'autre, tout simplement.
Elle est automatique, sauf si les 2 parents s'y opposent. C'est un service gratuit, sécurisé et très accessible. Si vous élevez seul votre enfant, vous pouvez faire une demande d'allocation de soutien familial, l'ASF. En fonction de votre situation, vous pourrez la recevoir totalement ou en complément de votre pension alimentaire. Attention, si le montant de votre pension alimentaire n'est pas encore fixé, l'ASF sera versée pendant 4 mois. Elle pourra être maintenue au-delà, mais seulement sur présentation d'un justificatif d'engagement de procédure. Une seule adresse, www.pension-alimentaire.caf.fr et par téléphone au 32 38. Vous m'entendez toujours du coup? C'est bon? Alors, on vous a remis aussi dans le support du webinaire partenaire, toutes les missions de l'Agence de recouvrement de pension alimentaire. Je vais peut-être pas les redétailler, je vous laisserai du coup en prendre connaissance, mais en gros, ce que vous avez vu dans la petite vidéo, ça permet vraiment du coup de vous dire à quoi elle sert. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'orienter les usagers sur ce site pension-alimentaire.caf.fr pour vraiment faire valoir leurs droits et demander justement une aide dans le recouvrement de leur pension alimentaire. Ça permet de voir en fait les différents justificatifs qu'ils doivent nous délivrer et de pouvoir avoir un soutien et de les aider dans le recouvrement de cette pension. Donc, c'est ce que je disais, ce site, en fait, va vraiment permettre d'estimer le montant du montant minimum de la pension alimentaire, de demander les différents titres exécutoires qui sont établis par le juge et de demander une aide au recouvrement de cette pension alimentaire. Donc, tout ce qui va être aide financière, accompagnement personnalisé, accès au logement, là, on va les dédier en disant rendez-vous sur le site caf.fr et tout ce qui va être pension alimentaire, vraiment l'orientation, soit on les oriente sur une plateforme téléphonique Aripa dédiée. Donc, nous, c'est ce qu'on fait souvent aussi lorsqu'on est en plateau téléphonique, sur le numéro 32 38, ou alors on les renvoie sur ce fameux site pension-alimentaire.caf.fr. La médiation familiale, on va orienter plutôt les usagers sur le site monenfant.fr, vraiment pour aborder tout ce qui est questions liées à la séparation, un temps vraiment d'écoute, d'échange, notamment pour les enfants. Les séances d'information collective, donc là, on vous a remis, en fait, le prochain, c'est le 4 novembre pour la séance parents après la séparation. Sur monenfant.fr, on peut aussi retrouver des différents espaces de rencontres et les aides à domicile. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, donc tout ce qui va être violence conjugale, ça fait partie aussi de l'accompagnement de nos travailleurs sociaux de pouvoir mettre le doigt sur la violence conjugale et de pouvoir directement faire la demande d'aide qu'on a vu tout à l'heure, l'aide aux victimes de violences conjugales lors du rendez-vous des droits. Donc justement, sur le site monenfant.fr, qui a été vraiment conçu par la branche famille, ça propose un accompagnement aux parents, aux professionnels de la petite enfance, de la jeunesse et de la parentalité. Et on est vraiment sur un site qui va permettre gratuitement de pouvoir offrir un accès adapté aux informations et à tous les services en ligne qui existent dans le domaine de l'enfance, la petite enfance. Donc, par exemple, on peut retrouver sur le site monenfant.fr tout ce qui va être mode d'accueil, rechercher donc tout ce qui va être crèche, etc. Mais aussi, on peut se renseigner sur tout ce qui va être offre d'accompagnement et trouver une structure de médiation familiale dans le cadre de la séparation. Et forcément, lorsque on clique sur caf.fr sur la situation « Je me sépare », on va avoir tout un parcours interactif qui va être proposé en fait à l'usager et qui va lui permettre de voir en fonction des différentes réponses auxquelles il va répondre sur les questions posées, de pouvoir derrière adapter l'offre d'accompagnement, voir quelles prestations il peut bénéficier
et voir comment on peut l'orienter, du coup, notamment lorsqu'il vit seul avec ses enfants. Après, en fonction aussi de sa situation et du rendez-vous des droits qui est proposé, le travailleur social fait vraiment le tour du dossier. C'est-à-dire qu'il ne va pas se cantonner à lui dire bah oui, vous pouvez bénéficier de l'allocation de soutien familial et le renvoyer sur le site de la RIPA pour tout ce qui va être pension alimentaire. Il va, comme je le disais tout à l'heure, faire un point aussi sur tout ce qui va être violence conjugale, mais également accès au logement, puisque quand il y a séparation, potentiellement, il peut y avoir aussi nécessité pour la personne qui se sépare de retrouver un logement. Donc, voir aussi quel type de logement on peut proposer et surtout d'activer des aides financières en fonction de la situation de l'usager, comme par exemple le fonds de solidarité logement, du coup, dans le cadre de la prise en main d'un nouveau logement. De pouvoir aussi gérer peut-être le nouveau budget de la famille lorsqu'il y a une séparation. De voir aussi comment va se passer la garde des enfants s'il y a séparation. Donc, on est vraiment sur, du coup, un tour complet du dossier qui est effectué par les travailleurs sociaux de la CAF, les conseillères sociales. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc les conseillères sociales, elles sont, en général, elles font du contact proactif pour les personnes qui se séparent. Mais par contre, sur CAF.fr, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous, que ce soit sur le site de Chaumont ou sur le site de Saint-Dizier, avec une conseillère sociale. Et pour ça, il faut sélectionner le motif de rendez-vous travail social. On en a parlé tout à l'heure, du coup, de l'aide aux victimes de violences conjugales. Donc, peut-être juste pour dire que ça concerne pas forcément que la CAF, ça concerne aussi les bénéficiaires MSA. Donc, la MSA verse aussi également cette aide. Donc, ne pas se dire que si on est allocataire voilà, de la MSA, j'y ai pas droit. Non, c'est bien aussi fait par les deux organismes. Et peut-être redire aussi qu'au niveau des justificatifs, parce qu'on n'en a pas forcément parlé tout à l'heure, on est sur 3 types de justificatifs. On a le dépôt de plainte. Du coup, une main courante ne suffit pas. Il faut vraiment avoir déposé plainte. On a le signalement adressé au procureur de la République ou une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, qui permet vraiment de pouvoir étudier la demande. Voilà, donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Du coup, et peut-être juste vous dire pour que on est en train de travailler également en collaboration entre les services de production, les services du coup d'action sociale sur un parcours spécifique AVVC qui sera disponible bientôt sur le site caf.fr, comme le parcours séparation, comme le parcours arrivée de l'enfant ou comme le parcours jeune qu'on a mis en place. Dans les pages locales du site caf.fr, vous aurez un parcours dédié vraiment à « Je suis victime de violences conjugales ». Lorsque vous cliquerez sur l'onglet, vous aurez vraiment toutes les démarches à effectuer. C'est vraiment une page dédiée, donc il y aura une foire aux questions, il y aura des numéros spécifiques pour les usagers. Et puis surtout, il y aura la demande en ligne qui sera mise dans les pages locales du caf.fr. Donc, je vais peut-être m'arrêter là et voir si vous avez des questions. Ah, pardon. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à tout ce que je viens d'évoquer? Non, c'est tout bon? Bon, bah alors je vais te laisser, Jennifer, du coup, poursuivre le webinaire. Merci Cécile. Tu peux continuer le partage du support. Super. Donc, on va poursuivre avec un zoom sur les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, donc en ce début d'année scolaire pour la période 2025-2026. Donc, le contrat d'accompagnement à la scolarité, donc, c'est un dispositif qui est créé pour donner un coup de pouce pour la réussite scolaire des enfants. Donc, c'est un dispositif gratuit qui vise à accompagner les enfants et leurs familles donc, dans leur parcours scolaire. Donc, c'est des actions qui sont menées en dehors du temps scolaire. Donc, par petits groupes de 5 à 12 enfants, donc pour des enfants scolarisés donc, du CP au lycée, des actions sont menées donc, et ces actions sont centrées sur l'aide méthodologique au travail scolaire et sur les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. Donc, ces petits groupes sont menés et accompagnés par des personnes formées
pour conduire ce type de projet. Donc, le contrat local d'accompagnement à la scolarité se décline en plusieurs objectifs. Donc, le premier, c'est de soutenir les enfants dans leur travail personnel, leur méthodologie, leur assiduité et leur ouverture culturelle. Le deuxième objectif vise à accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants, le dialogue avec l'école et l'appropriation des outils numériques. Et le dernier vise à favoriser la coéducation entre les familles, les établissements scolaires et les acteurs du territoire. Donc, pour information, ce dispositif, donc, qui est soutenu financièrement via le versement d'une prestation de service, a permis d'accompagner pour l'année scolaire 2024-2025 environ 400 élèves sur notre département. Donc, pour faciliter l'accès à l'information aux parents et aux différents partenaires, il est désormais possible d'accéder à la liste de tous les organismes et les associations qui mènent des actions pour cet accompagnement à la scolarité. Donc, sur la diapositive suivante, vous avez un tableau récapitulatif de tous les porteurs de projets pour lesquels un accord a été conclu pour la mise en place d'un contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc, vous avez d'abord la ville dans laquelle se déroule le classe, le nom du porteur de projet et également les coordonnées pour vous rapprocher d'eux ou pour que les parents contactent directement les structures. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce dispositif? Non. Ah, ton micro, il est coupé, Cécile. Merci. Du coup, on a terminé le webinaire du mois d'octobre. Dans tous les cas, si toutefois des questions reviennent, du coup, n'hésitez pas à nous en faire part. Le support ainsi que l'enregistrement de notre présentation d'aujourd'hui sera mis en ligne sur caf.fr. Pour les personnes qui étaient absentes, elles pourront le revisionner. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.